Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Depuis la nuit des temps, l'homme se débat avec une question essentielle. Qui suis-je vraiment? Sommes-nous simplement le produit de nos expériences, de nos ambitions, de nos peurs? Ou existe-t-il en nous une dimension plus profonde, une essence qui transcende les rôles que nous jouons dans cette existence? Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, pensait que derrière le vacarme incessant de l'ego se cachait une vérité plus grande, une essence supérieure, celle qui n'est pas influencée par les attentes de la société, les pressions de la réussite ou les illusions du statut social. Mais alors, pourquoi est-il si difficile dit? L'ego est un maître illusionniste. Il nous convainc que notre valeur repose sur nos succès, sur notre image, sur ce que les autres pensent de nous. Il érige des barrières, construisant un personnage que nous finissons par confondre avec notre véritable nature. Ce que Jung appelle l'essence supérieure, c'est cette partie de nous qui existe modifiée de ces illusions. C'est elle qui murmure lorsque nous ressentons un profond décalage entre ce que nous vivons et ce que nous aspirons à être. C'est elle qui s'exprime dans ces moments où nous sommes en parfait alignement avec nous-mêmes, quand tout semble fluide, évident, juste. Mais l'ego ne lâche pas prise si facilement. Il lutte pour conserver son emprise, alimentant nos doutes et nos peurs. Il fait nous croire que le bonheur réside dans l'accumulation, dans le contrôle, dans la validation extérieure. Pourtant, plus nous lui cédons du terrain, plus nous nous éloignons de cette vérité intérieure qui, elle, n'a pas besoin d'artifice pour exister. Cette opposition entre l'ego et l'essence supérieure est au cœur de notre mal-être. Nous vivons dans un monde où l'ego est roi, où la quête de reconnaissance dicte nos choix. Mais en écoutant cette voix intérieure, en osant nous détacher des attentes imposées, nous pouvons commencer à entretenir une autre réalité, celle d'un être libéré des chaînes de l'illusion, d'un être qui n'a pas besoin d'être validé pour exister pleinement. La question qui se pose alors est: comment pouvons-nous réellement nous reconnecter à cette essence supérieure? Jung nous donne plusieurs pistes, et l'une des plus puissantes réside dans l'exploration de nos archétypes. Nous pensons souvent être uniques dans notre manière de ressentir, d'agir, de penser. Pourtant, au-delà de nos différences individuelles, il existe en nous des schémas universels, des figures qui nous influencent de manière inconsciente et qui ont traversé les âges, les civilisations et les cultures. Carl Jung les appelait les archétypes, et il les considérait comme des guides essentiels dans notre quête de compréhension de nous-mêmes. Ces archétypes se manifestent sous diverses formes: le sage, le héros, le guerrier, la mère protectrice, l'enfant intérieur. Chacun d'eux représente une facette de notre psyché, un aspect de notre être que nous devons apprendre à reconnaître et à intégrer. Mais comment ces chiffres influencent-elles notre vie quotidienne? Prenons l'exemple du sage intérieur, cette voix qui surgit lorsque nous sommes en quête de vérité. Il nous pousse à la réflexion, à la recherche de sens. Pourtant, cette sagesse est souvent étouffée par le tumulte de l'ego, qui préfère le bruit du monde extérieur à l'écoute de la vérité intérieure. De même, l'archétype du héros se manifeste chaque fois que nous affrontons un défi, chaque fois que nous devons dépasser nos peurs pour accomplir quelque chose de plus grand que nous. Ces archétypes ne sont pas de simples concepts abstraits. Ils agissent dans notre vie sous des formes variées, à travers nos rêves, nos inspirations, nos décisions, nos conflits. Ils sont les fils invisibles qui tissent notre réalité, nous influençant bien plus que nous ne le pensons.
Jung croyait que plus nous prenons conscience de ces archétypes, plus nous pouvons nous libérer de leurs influences inconscientes et les utiliser comme des outils de transformation. Mais il y a une partie de nous qui refuse souvent cette prise de conscience. Notre ombre. Nous aimons nous percevoir comme des êtres rationnels, équilibrés, en contrôle. Pourtant, il existe en chacun de nous une part d'ombre, une facette que nous préférons ignorer, car elle contient tout ce que nous refusons d'admettre sur nous-mêmes, nos faiblesses, nos pulsions, nos peurs refoulées. Pour Jung, c'est précisément en affrontant cette ombre que nous pouvons accéder à notre véritable pouvoir. L'ombre n'est pas nécessairement négative. Elle contient des talents inexploités, des désirs authentiques, une force brute qui, mal comprise, peut se transformer en auto-sabotage. Plus nous la réprimons, plus elle se manifeste de manière incontrôlable, par des réactions excessives, des comportements autodestructeurs, des émotions que nous ne comprenons pas. Comment alors faire face à cette ombre? Le premier pas est de la reconnaître. Observer nos réactions disproportionnées, nos jugements hâtifs, nos colères soudaines, car ce sont souvent des manifestations de cette partie cachée de nous-mêmes. Ensuite, il faut apprendre à dialoguer avec elle, à comprendre ses messages, à transformer ce qui semblait être une faiblesse en une source de puissance intérieure. L'ombre est le gardien de notre évolution. Elle nous force à voir ce que nous préférerions ignorer, nous obligeons à descendre dans les profondeurs de notre psyché pour mieux nous comprendre. Mais il existe un outil puissant qui nous permet d'établir ce dialogue avec elle. L'imagination active. L'esprit humain est rempli d'images, de symboles, de récits qui ne demandent qu'à être explorés. Pour Jung, l'imagination active est une méthode essentielle permettant d'accéder aux parties les plus profondes de nous-mêmes, celles que notre mental rationnel a tendance à refouler. Il s'agit d'un processus où nous laissons notre esprit exprimer librement ce qu'il contient, sans censure. Des personnages intérieurs surgissent, des paysages se forment, des dialogues s'établissent. Ce n'est pas une simple rêverie, mais un moyen de communiquer directement avec notre inconscient. Jung explique que grâce à cette technique, nous pouvons rencontrer notre sage intérieur, dialoguer avec notre ombre, écouter ce que notre essence supérieure tente de nous dire depuis toujours. Plus nous nous ouvrons à ce processus, plus nous comprenons que tout ce que nous cherchons à l'extérieur a en réalité toujours été en nous. Cette méthode a le pouvoir de nous réconcilier avec toutes les parties de notre être, de les harmoniser, de nous permettre de marcher vers notre individuation avec clarté. Mais cette aventure intérieure ne s'arrête pas là. D'autres messages, encore plus mystérieux, nous parviennent chaque nuit, nos rêves. Chaque nuit, alors que nous nous abandonnons au sommeil, une porte s'ouvre sur un monde où les lois du rationnel s'effacent. Les images se succèdent, parfois absurdes, parfois troublantes, parfois profondément symboliques. Nous nous réveillons en nous demandant ce que cela pouvait bien signifier, et trop souvent, nous balayons ces visions d'un revers de main, persuadés qu'elles ne sont que le produit d'un esprit fatigué. Mais Carl Jung voyait les rêves tout autrement. Pour lui, ils ne sont pas un simple chaos mental, mais un langage, un dialogue entre notre inconscient et notre conscience. Le soi supérieur utilise les rêves pour nous envoyer des messages codés, des symboles, des personnages, des situations qui peuvent sembler anodins, portent en réalité en eux une vérité cachée. Un pont suspendu au-dessus d'un précipice peut être bien plus qu'un décor onirique. Il peut représenter une transition, une peur à surmonter, un appel à un changement. Un animal qui nous suit peut être une facette de nous-mêmes, un instinct oublié ou refoulé. Pourquoi ces messages nous sont-ils envoyés sous forme de symboles et non directement en mots clairs? Parce que l'inconscient ne parle pas le langage du mental rationnel. Il s'exprime en archétypes, en images universelles que nous comprenons instinctivement.
même si nous ne savons pas toujours les interpréter consciemment. Jung pensait que nos rêves jouent 3 rôles essentiels. D'abord, ils révèlent ce que nous refusons de voir en pleine conscience, nos peurs, nos désirs cachés, nos blessures non guéries. Ensuite, ils servent de boussole, nous orientant vers les choix qui sont réellement alignés avec notre être profond. Enfin, ils fonctionnent comme un miroir, nous montrant où nous sommes dans notre voyage intérieur. Un rêve récurrent, un motif qui revient sans cesse, est un signal que l'inconscient insiste pour que nous comprenions quelque chose. Un avertissement, un encouragement, une invitation à grandir. Mais encore faut-il apprendre à écouter, à noter nos rêves dès le réveil, à observer les motifs, à questionner les images qui s'y trouvent. Car si nous prenons le temps de les déchiffrer, nous nous rendrons compte qu'ils sont un véritable guide intérieur, une connexion directe avec notre essence supérieure. Mais le soi supérieur ne nous parle pas seulement à travers nos rêves. Il se manifeste aussi dans notre réalité, de manière plus subtile, par des signes que nous appelons synchronicité. Un jour, vous pensez à une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et quelques heures plus tard, elle vous appelle. Vous cherchez une réponse à un dilemme et, comme par hasard, un livre tombe de l'étagère, ouvert à la page qui vous donne exactement l'éclairage dont vous avez besoin. Vous vous sentez perdu, en quête d'un sens, et un inconnu vous dit une phrase en passant qui résonne en vous comme une révélation. Est-ce que du hasard? Carl Jung n'y croyait pas. Il parlait de synchronicité, ces coïncidences qui semblent surgir au bon moment, comme si l'univers lui-même tentait de nous parler. Ces événements n'ont pas de lien de cause à effet direct, mais ils possèdent une signification profonde pour celui qui les vit. Comme si une force invisible s'arrangeait pour aligner notre réalité avec nos besoins les plus profonds. La synchronicité est la preuve que nous ne sommes pas seuls, que la vie suit un ordre bien plus vaste que ce que notre esprit rationnel peut concevoir. Mais pourquoi ces signes nous sont-ils envoyés? Selon Jung, parce que notre soi supérieur communique en permanence avec nous, tentant de nous guider vers notre véritable chemin. Cependant, la plupart des gens passent à côté de ces messages. Ils sont trop distraits, trop enfermés dans leur logique cartésienne, trop sceptiques pour accorder de l'importance à ces coïncidences. Or, plus nous nous ouvrons à la possibilité que la vie est un dialogue constant entre notre âme et l'univers, plus ces signes deviennent fréquents. Le défi est donc de développer notre sensibilité à ces événements, d'apprendre à écouter, à observer, à accueillir ce qui vient sans chercher à tout expliquer immédiatement. Car lorsqu'on commence à reconnaître les synchronicités, elles se multiplient, formant un fil rouge qui nous rapporte à notre destinée. Mais pour embrasser pleinement cette guidance subtile, il faut accomplir un processus plus profond encore, celui de l'individuation. Toute notre vie, nous nous construisons en fonction des attentes des autres. Dès l'enfance, on nous apprend ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Nous adoptons des rôles, nous nous conformons, nous cherchons à nous intégrer. Mais vient un moment où cette construction devient un poids, où nous sentons que nous avons perdu quelque chose d'essentiel en nous-mêmes. Pour Jung, c'est ici que commence le voyage intérieur, celui de la véritable individuation. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais au contraire de retrouver qui nous sommes réellement sous les couches d'influence extérieure. L'individuation, c'est le processus par lequel nous réunissons toutes les facettes de notre être. L'ego, l'ombre, les archétypes, le soi supérieur, toutes ces parties de nous qui, une fois harmonisées, nous permettent de vivre avec un sentiment profond de complétude. Mais ce chemin est exigeant. Il demande du courage, car il implique de se confronter à ce que nous avons toujours évité, de plonger dans nos blessures, de remettre en question nos croyances, d'abandonner les masques que nous avons portés pendant si longtemps.
Et pourtant, c'est le seul chemin vers la liberté intérieure, car lorsque nous arrêtons d'être définis par l'extérieur, nous commençons à exister de l'intérieur. Nous trouvons une force qui ne dépend plus des circonstances, une paix qui ne peut être ébranlée par les aléas du monde. Ce processus est similaire à une ancienne quête alchimique, car l'individuation, en fin de compte, est une transformation profonde, une métamorphose intérieure qui nous ramène à notre véritable nature. Les anciens alchimistes cherchaient à transformer le plomb en or. Mais pour Jung, cette quête n'était pas seulement physique, elle était surtout symbolique. L'alchimie représente le processus de transformation intérieure, où l'être brut et conditionné devient un être éveillé et accompli. Chaque étape de l'alchimie reflète une étape de notre développement. Le nigredo, ou la phase de dissolution, correspond au moment de crise, où tout semble s'effondrer. Le albedo, la purification, survient quand nous commençons à voir la lumière après la tempête. Enfin, le rubedo, la phase finale, est celle de l'intégration, où nous avons transformé nos épreuves en sagesse. Ce voyage alchimique est exactement celui que nous traversons lorsque nous nous éveillons à notre essence supérieure. Il pousse nous à abandonner nos anciennes identités, à embrasser l'inconnu, à renaître sous une forme plus authentique. Ce processus n'est pas réservé à une élite spirituelle. Il est accessible à chacun d'entre nous, à condition d'oser franchir la porte. Car au final, la seule question qui reste est la suivante. Êtes-vous prêt à vous rencontrer enfin? Si ce voyage intérieur vous parle, alors il est temps de l'explorer plus en profondeur. Plongez dans votre propre quête, observez les signes, écoutez vos rêves. Et surtout, n'ayez pas peur de devenir pleinement vous-même.